Nicolas nous a fait plonger à 300 mètres avec sa Rolex Submariner 16610 dans l'épisode 19 de la saison 1. Julien a poussé les choses beaucoup plus profondément à 1220 mètres avec sa Rolex Sea Dweller 116600 lors de l'épisode 24 de la saison 1. James Cameron, le célèbre réalisateur, quant à lui est descendu quasiment à 11 000 mètres avec un prototype spécial de Rolex Deep Sea Challenge. Trop occupé à la réalisation d'Avatar 2, qui est prévu pour 2022, James Cameron m'a recommandé d'inviter Dimitri, qui va nous raconter son histoire avec sa Rolex Sea Dweller Deep Sea, rendez-vous compte, étanche jusqu'à 3900 mètres. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Bonjour Dimitri, ça va ? Ça va et toi? Merci de m'accueillir. C'est moi qui te remercie. Alors tu plonges dans les abysses avec cette superbe Deep Sea, tu nous la montres ? Exactement, ouais, ça fait une petite année que je la porte tous les jours et que je l'ai en main. Voilà. Oui, je la cède. Tu sais que j'en ai vu des Rolex, des plongeuses, mais celle-là, je ne l'ai jamais vue. C'est la première, ouais. Pour de vrai. Lunettes céramiques, le fameux fond bleu et noir. Bleu et noir, ouais, exactement. Ouais. Alors tu sais qu'on commence là, ça va être difficile pour toi, on commence par un truc simple, tu dois la qualifier avec un adjectif. Un adjectif si je pourrais, ouais, je dirais, je pense, l'excellence. Mais surtout, on va dire l'excellence, mais alors, quand bien même je fais pas du tout de plongée, mais on va dire l'excellence en termes de plongée. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, en termes de référence de plongée, hein, presque 4000 mètres. Donc je pense que c'est la montre, on va dire, de tous les records. Donc après, on va dire, c'est une montre un peu controversée, parce que c'est, on va dire, pour les puristes Rolex, c'est une montre qui brise un peu les codes. Et c'est aussi pour ça. Attends, on va voir ça. Tu dis excellence, Ouais. Excellence dans le domaine de la plongée. On va dire, hein, à ces profondeurs-là, on ne plonge plus. Hein, on est dans un basiscaf ou un sous-marin qui est dédié. Est-ce que tu y as vu d'autres notions d'excellence par rapport à toi, puisque tu dis toi-même que tu ne fais pas de plongée? Non, après c'est on va dire plus après le côté esthétisme, avec le fond bleu et noir qui m'a fait vraiment pousser à partir sur cette montre-là. Voilà le petit rappel Deep Sea en vert, hein, comme on le sait, c'est la couleur du scaphandrier que James Cameron avait. Bien sûr. Après la couronne, j'aime bien la couronne sur ce principe 10, 20, 30, 40, 60, 50, 60. J'aime beaucoup ça. Après, le bracelet on va dire classique Rolex. Et après, il y a possibilité, ce qu'ils appellent c'est le glide. Alors, tu as le glide qui te permet le réglage fin et ça. tu as le slide link. C'est ça. Tu peux nous montrer comment l'ouvrir, même si a priori, tu ne l'ouvres pas, puisque tu ne fais pas de plongée. Non, franchement, je ne saurais même pas, mis à part ce principe-là, je ne fais absolument rien d'autre avec. Hein. Je me suis même pas amusé à regarder tout ça. Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment extrêmement bien fini. Je peux l'essayer? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, on va voir si on a le même poignet ou s'il faut utiliser le réglage fin. Bah écoute, elle me va, en termes de poignet, elle me va pas mal. C'est un peu une habitude. C'est quand même une sacrée bestiole. Tu parlais du cadran. Il est effectivement vraiment magnifique, d'une très très belle profondeur, qui va du bleu jusqu'au noir. Ouais. De mémoire, c'est un cadran qui a été fait un peu pour commémorer justement la descente en solitaire de James Cameron en 2012, c'est ça. Où Rolex était partenaire de cette opération avec National Geographic. Ouais, tu as choisi ce cadran-là ou tu aurais pu prendre le cadran noir? Raconte-nous un peu comment s'est fait ton acquisition. Non, je voulais absolument avoir ce fond-là parce que j'étais allé en boutique Rolex pour me rendre compte, on va dire, celle-ci n'y était pas en boutique, mais pour regarder l'ancienne, du moins le même modèle, mais avec le cadran noir, et on n'a pas du tout le même rendu. Après, les rendus que j'ai vus, moi, c'était par rapport à des photos, donc c'est vrai que sur des photos, on va dire que le bleu est un peu plus intense qu'en vrai, mais je trouve qu'elle rend magnifiquement bien. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Il y a un an? Il y a un an jour pour jour. Ouais. Il y a un an jour pour jour. Joyeux anniversaire. Dimitri, tu as quel âge? Je vais sur mes 30 ans. Là. Tu vas sur tes 30 ans. Je suis très agréablement surpris par le dégradé bleu et noir.
Ouais. Hein, on est presque un peu comme dans l'esprit de permettez-moi, la Joconde, où en fait la ligne de démarcation entre le bleu et le noir, en fait, en fonction de comment tu la regardes, C'est totalement est différent. pas au même endroit. Ouais. Ça, c'est vraiment très très réussi. Tu l'as acheté il y a un an. Ouais. Comment tu t'y es pris? C'est surtout déjà trouver les disponibilités. Ça, Ah ouais, je pense que ça a été c'est vaste sujet, hein, Ouais. chez Rolex, à chaque fois on en parle. Comment tu as fait? Je suis allé voir déjà plusieurs boutiques où on m'a dit gentiment on n'en a pas, on n'en a pas, on n'en a pas. Donc je me suis dit que je vais me tourner un peu sur Internet, donc essayer de trouver on va dire un site marchand où il y a pas mal de commentaires, des bons retours, des retours très positifs. Ouais. Et on va dire on va dire un rapport qualité-prix qui est on va dire celui du marché et pas, Ouais. et pas excessif. Non mais Pas attends, excessif neuve dans ou le cas. d'occasion alors? Non, elle est d'occasion, elle est de septembre 2016. Septembre Donc septembre 2016. 2016 et moi donc je l'ai eu en janvier 2019. 2019. Ouais. Donc tu l'as acheté d'occasion parce Ouais. que tu n'as pas trouvé de solution pour en acheter une neuve. Non, c'est ça, ouais. Surtout qu'en plus, déjà réussir à en trouver d'occasion, ça a été assez complexe. Donc espérer avoir du neuf, donc c'était même pas du tout possible. D'accord, Ouais. d'accord. T'es passé par quel site? Sur Internet et puis après via une boutique? En fait c'est par Chrono 24. Ouais, Et après, avec le revendeur directement, après on a pu échanger par mail et d'accord. après il y a eu un envoi qui s'est fait. Ok. Donc toi tu l'avais essayé avant de l'acheter. Pas celui qui te l'a vendu, mais tu l'avais déjà essayé en boutique? J'avais essayé le modèle noir. Le modèle noir? J'avais essayé le modèle noir au moins pour me rendre compte, on va dire le boîtier, ce que ça rendait par rapport au poignet, le fait que, on est quand même sur un poids qui est quand même beaucoup plus excessif que sur on va dire une Rolex de base. Donc c'était voir à peu près la dimension aussi le diamètre. Là on passe sur un 44, alors que sur on va dire des Rolex plus classiques, on est sur un 40 mm. Donc Bien sûr. je voulais voir vraiment par rapport au poignet que ça fasse pas démesuré. C'était surtout ça. Je suis agréablement surpris, les amis, vous direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'en parlais en introduction entre Nicolas qui est venu avec sa sub 16-610 40 mm comme tu le dis, et puis Julien avec sa Sea Dweller qui est un tout petit peu plus petite. Effectivement, elle est en termes de taille pas si imposante que ça. Par contre, l'épaisseur et le poids, c'est un sacré objet. Ok. Qu'est-ce que tu penses? Moi, ça me choque un peu, alors pas que sur ce modèle-là de Rolex, c'est qu'il n'y a pas de traitement anti-reflet sur le verre saphir. Combiné à la lunette en céramique qui brille également. Énormément, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Tu t'en fous? C'est une des caractéristiques de la montre? Non, c'est vrai qu'après, c'est-à-dire que je fais pas plus attention à ça. C'est vrai que on peut s'en rendre compte, surtout quand on prend des photos où c'est un peu plus compliqué, de prendre en photo la montre. Mais bon, je le fais pas tous les jours, donc non, je vois. Tu passes pas ta journée à faire des photos de ton poignet pour les mettre sur Instagram? Non. Non. J'ai fait quelques fois en disant voilà, nouvelle montre, et après j'ai arrêté. Ouais. Quel regard les gens portent sur ta montre quand ils la voient? D'abord, ils reconnaissent que c'est une Rolex ou pas? Après, encore une fois, il faut trouver les gens qui sont amateurs de montres. Après, non, le premier, alors étonnamment, ça peut être est-ce que c'est une vraie? Ça, c'est un peu une question qu'on peut dire. Alors, après, bon, on s'en fout un peu de cette question-là. Toi, tu sais que c'est une vraie. C'est ça, c'est exactement ça. Mais ça, ils te demandent ça une fois qu'ils savent que c'est une Rolex. Ouais, mais est-ce qu'ils voient que c'est une Rolex? Non, après, comme je disais dans mon entourage, je pense pas. Non, après, en gros, c'est une montre, c'est pour lire l'heure. C'est pas, voilà, on a une Rolex parce qu'on a une Rolex. Non, il n'y a pas plus d'attrait que ça. Ouais. On va dire, après, c'est plus pour moi, c'est mon plaisir à moi. C'est ton plaisir à toi. Complètement. Ouais. Mais on pourrait dire une montre, c'est son petit jardin secret, mais c'est pas super secret quand même comme montre parce que c'est vachement imposant. Tu l'assumes au quotidien, dans ton boulot, tu vois, tu peux pas la passer sous une chemise. Donc mécaniquement, elle se voit. T'es droit dans tes bottes, t'es serein là-dessus? Ouais, non, c'est vrai qu'après, non, je passe pas mon temps à la cacher. Non, c'est vrai que de toute façon, elle est apparente, on va dire, à longueur de journée. Donc non, après, comme je dis, je regarde pas les gens à chaque fois, donc peut-être qu'ils ont fait attention que ça en était une, sans forcément m'en parler. Non, je sais pas. Après, non, je l'assume totalement. Et non, je suis plutôt fier de me dire d'avoir une Rolex. Fier quand même. Ouais, plutôt quand même, carrément. Okay. Revenons tout à l'heure, là, je te posais la question, il me semble pas, ou alors je perds la boule, ce qui est possible, vous me le direz. Parlait d'excellence. Est-ce que tu as vu un message, toi,
personnel que tu voulais te donner. Tu te l'as offert pour tes 30 ans d'ailleurs? Même cette pas, montre? non, c'était... Tu voulais une belle montre? ouais, c'était ça, ouais, ça fait plus, on va dire, presque 10 ans où je suis vraiment amateur de montres. Et quand j'ai pu, on va dire, avoir les moyens de m'acheter ma première Rolex, je l'ai fait, ouais. D'accord. Ouais. Donc, c'est ta première Rolex. Celle-ci, non. Ah, ok. D'accord. Donc justement, avant qu'on vienne un peu à ton histoire horlogère, hein, on en parlera dans quelques minutes. Pourquoi celle-là, en fait? Pourquoi celle-là et pas une Sub, une Sidwaller? C'est pas ta première Rolex, donc Non. pourquoi pas une autre marque? Ouais. Puisque tu en as déjà une ou tu en as déjà d'autres, des Rolex. Tu vois, pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? Pourquoi pas une autre marque? On reviendra sur ce sujet plus tard. Mais pourquoi celle-ci? Parce que... Vous avez vu, c'est lui qui drive l'émission, c'est ça le sujet. Ce n'est pas une interview. Chers amis, c'est une discussion entre amis. Je te laisse reprendre, excuse-moi. Exactement. En fait, c'est surtout, on va dire, briser les codes. Plus rester sur, on va dire, une 40 mm. Ouais. Et bon, après, il y avait, on va dire, le choix qui était plus restreint par rapport à ça. Alors après, c'est assez contradictoire, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que on montre pas forcément qu'on a une montre, mais on est, entre guillemets, obligé de la montrer parce que... Ouais, mais tu vois, quand tu disais briser les codes, j'en ai déjà parlé, je crois, dans un autre épisode, avec un autre invité. Pour moi, le signe de reconnaissance numéro 1 d'une Rolex, c'est la loupe. Ouais. Et pas de loupe, bon, ok, il y a la Pepsi, on va dire, qui est également peut-être très reconnaissable. Mais je pense que ce qui fait que les gens se disent que cette montre, c'est une Rolex, de loin, premier truc qui se voit, pour moi, c'est la loupe. Ouais. Et donc là, pour te distinguer, entre guillemets, pas de loupe, pas de Rolex. Ouais. Bon, après, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est-à-dire que moi j'aime bien regarder, que ce soit dans la rue ou même mes collègues, regarder en fait les montres que les gens portent. Et en fait, je reconnais une Rolex. Tu sais qu'on est beaucoup à avoir ce petit problème. Hein. Et en fait, moi, je le vois surtout en fait au niveau du bracelet et au niveau du fermoir. C'est là en fait où tu vois directement la petite couronne. Et c'est là en fait que je reconnais directement c'est une Rolex. Et après, c'est en pivotant que j'arrive à voir. C'est vrai que des fois, je peux avoir quelques regards un peu assistants quand je veux essayer de trouver, sans forcément parler, échanger avec la personne, mais essayer de voir un peu la montre essayer d'avoir la montre qu'il a. Donc, tu parles du bracelet, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, il est vraiment en très très bon état. Tu vois, souvent il est assez abîmé ici sous la boucle déployante. C'est-à-dire que tu fais attention quand tu la portes. Moi, malgré que je la porte au poignet gauche et que je suis gaucher, j'essaie de faire le plus attention possible, mais après c'est inévitable. Hein, c'est vrai que j'ai toujours tendance des fois un petit peu à frotter. C'est la vie. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce qui fait aussi la vie d'une montre. Hein. Alors les amis, si vous pouvez me dire en commentaire en fait, les clés de compréhension du bracelet Oyster. Parfois il est complètement satiné, comme ça. Là, et parfois à l'intérieur il est poly-miroir. Ouais. J'aime pas du tout, personnellement, quand c'est avec ce combo satiné poly-miroir, et j'aimerais comprendre pourquoi ça y est ou ça y est pas. Le bracelet est vraiment magnifique, je suis très très agréablement surpris. Tu vois, je me souviens de Grégory nous parlant de sa Royal Oak Offshore, et qui avait eu dans le passé une Deep Sea, et qu'il avait revendue parce que c'était trop gros pour lui, et je crois qu'à l'époque il parlait du bracelet qui n'était peut-être pas très adapté, donc en fait la montre est trop lourde par rapport au bracelet. Par rapport au bracelet, En tout cas, c'est une superbe réussite. C'est indiscret de te demander combien tu l'as payé? Je l'ai payé exactement au prix d'achat que tu es censé la trouver en fait chez Rolex, c'est 11 550 c'était. D'accord, 11 550, donc a priori tu as fait une bonne affaire parce que là, je ne connais pas le prix du marché sur ce modèle-là particulier, mais un modèle pas trouvable chez un AD acheté d'occasion, en tout cas quand il est neuf sur le marché gris, c'est le double du prix. Donc là, tu as fait vraiment une bonne affaire. Comment tu te vois grandir, pour ne pas dire vieillir, avec tu pourrais la revendre pour en acheter une autre, tu veux la conserver sur le long terme, c'est quoi ta relation intime avec cette montre? Moi, les montres, je fais plutôt partie du type de personne qui garde la montre, fait une plus-value et rachète une autre gamme. C'est ce que j'ai pu faire avec les anciennes, on va dire, sans forcément remettre
énormément au Donc bout. ça veut dire que pour financer celle-ci, tu as vendu ta première ou l'une de tes Rolex, Ouais, ou c'est ta ça. dernière Rolex? La dernière Rolex, c'était une GMT Master 2 Ouais. que j'ai revendue. Donc c'était Avec la lunette Pepsi ou la lunette Non, noire? c'est la 116 710 LN, donc c'est la noire. Hein. D'accord. C'est la noire avec la quatrième aiguille Donc tu as verte. vendu cette GMT Master C'est 2 ça. pour financer la... C'est ça, en partie, Ouais. parce que forcément rajouter un petit peu au bout, mais ouais, je fais partie de ces genres de personnes qui... Et c'est quoi l'élément déclencheur? Tu vois, enfin, l'élément déclencheur de faut que je passe à une autre. Celle-ci, ça a été le bracelet miroir. Je l'ai gardé, je l'ai gardé 2 ans. Le bracelet, il ressemblait absolument plus à rien. Donc j'ai C'était pas vraiment- déliré, hein. Ah ouais, Alors ouais, c'est pas que c'était ça te vraiment- plaisait pas, c'est Non. qu'en fait il était tout Ah, rayé. c'était Ouais. tout rayé, et ouais, Ouais, ouais. c'est vrai que là, pour le coup, ça me dérangeait vraiment parce qu'on a l'impression en fait, de voir vraiment que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il suffisait de tourner un peu la montre, on voyait, Bien sûr, bien sûr. on voyait ce Bien bracelet sûr, qui était bien sûr. complètement... C'est le problème de ouais. tous les bracelets de ce type-là. La Nautilus en acier, typiquement, c'est un vrai problème avec les inserts qui sont en polymiroir. C'est ça. Ouais. Ok, donc tu en vends une pour en financer une autre. C'est ça. Donc ça va être quoi la durée de vie de celle-ci alors? La durée de vie de celle-ci, après, ça va être après sur la prochaine un coup de cœur ou on va dire plutôt une bonne occasion. Donc je peux me dire, je peux la garder Ah ouais, un donc an pas, comme... tu te fixes pas de timing. En fait, tu peux passer devant une boutique et tu dis waouh, ce modèle il est génial, paf, tu mets la Dipsy en Celle-ci en vente. vente, ouais. Je pense, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que, on va dire, je saisis l'occasion au moment présent. C'est-à-dire que là, j'ai pu la saisir à un prix, on va dire, Descend. ouais, un prix décent par rapport Ouais. à la montre. Donc, ouais, non, c'est vrai que si là, et je regarde un peu tous les jours, j'ai des petites annonces, des petits sur n'importe quel site en me disant, voilà, la prochaine que je veux, qu'on en parlera tout à l'heure, bien sûr. Ouais, j'essaie de regarder un peu les prix, ce qui se fait, le prix du neuf, le prix un peu Donc de revente. ok, donc ça veut dire que vu comme ça, on pourrait pas dire que tu es un collectionneur de montres ou pas, parce que finalement, toi, ce qui t'intéresse, c'est l'émotion que tu as avec ta montre, C'est ça. et puis de faire tourner ton poignet avec d'autres, etc. Tu as combien de montres aujourd'hui? Non, mais c'est la seule que j'ai, C'est ta seule montre? c'est la seule que j'ai tous les jours. Ouais, non, après, c'est vraiment ce plaisir de pouvoir changer. Et même si des fois je peux me dire, ouais, ça serait bien d'avoir celle-ci plus celle-là, mais après, bon, ouais, je suis plutôt de ce principe en disant, voilà, je garde la montre à un certain moment, voilà, je me fais plaisir. On va dire plus amateur que collectionneur. Voilà. Ok. Le Ok. terme, on va dire, un peu Donc plus en approprié. fait, Ouais. peu de montres, Ouais. mais en changeant fréquemment. C'est ça. Et après, je fais quand même attention à voir que, on va dire que la plus-value soit correcte par rapport à ça. Et tu le disais Donc tout il y à a une l'heure. vraie Ouais. dimension financière dans Ouais. ton approche. Ouais, plus par rapport à ça. Mais là, par exemple, en l'espace d'une année, elle a pris concrètement 20% déjà. À Oui. peu près, ouais. C'est à Ouais. peu près 20%. Ouais, Donc ouais. après, si tu te dis qu'elle prend 20% chaque année, la prochaine, on va dire, elle sera presque, ça se trouve, financée Oui, mais à ce 100%, quoi. rythme-là, le nombre pour regarder un petit peu le marché, même si c'est pas tant ma cam que ça, t'as pas beaucoup de marques où tu as, on va dire, une stabilité Non, patrimoniale, C'est vrai. etc. Eh ben, écoute, c'est super, on va essayer de voir comment tu es arrivé à ça. C'est parti pour la séquence souvenir. Alors, donc tu as 30 ans, est-ce que tu te souviens, dans ton plus jeune âge, comment tu as démarré avec les montres, et voire même ta première montre? Les souvenirs, non, c'était après, j'ai pas vraiment de souvenirs, non, par rapport aux montres. La première, j'ai dû l'avoir il y a quoi, je pense, dès que j'ai commencé vraiment à travailler, donc on va dire il y a 10-12 ans. Donc pas dans ton premièrement. enfance? Non, T'as ou pas eu alors, un jour ta première montre? ouais, non, Non? ou alors ça Donc se tu trouve, t'en souviens ouais, pas, ou alors ça t'a c'était pas marqué? des petites montres comme ça, mais non, j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir eu une montre. Non, D'accord. ça me dit absolument Donc la rien. première dont tu te souviens, Ouais. c'est concomitant au moment où tu as commencé à bosser? C'est ça, et puis c'était mon premier achat et c'était moi qui me l'étais payé. Voilà, la première montre. Ouais. Ouais. Avec, tu t'étais payé comment? Avec ton premier job, ton Ouais, premier ça salaire? devait être un des premiers salaires. Je pense que j'ai pas dû attendre énormément avant Et de pouvoir qu'est-ce que tu l'acheter. as acheté alors? Tu as démarré avec quoi? Alors c'était une Tissot. Ouais. Donc on reste toujours sur un modèle assez sportif et c'était la PRS 516, la T-Sport. Donc c'est un modèle noir Ouais. avec trois cadrans si je me trompe pas. Chronographe, Ouais, ouais. chronographe. C'était pas la version automatique. C'est pas la version automatique parce que forcément elle était beaucoup plus élevée en termes de prix. Donc c'était à Quartz? Mais ouais, c'était la quartz et donc avec l'aiguille rouge
c'était, je crois, déjà une 42 mm. Ouais, Ouais. déjà, ouais. Donc déjà, tu voulais des trucs un peu calibrés, sportifs, Ouais, exactement, ouais. assez présents au poignet. Ouais, Ouais. c'était ça, ouais. Ouais, et donc Ouais. cette Tissot, qu'est-ce qu'elle est devenue là? Tu as commencé à démarrer ta Mon logique cycle, de ouais. j'en achète une, je la revends. Tu l'as revendue? C'est pareil, ouais. C'est vrai? Ouais, pareil. Ouais, Ouais, t'as ouais. racheté quoi? Bah après, la deuxième, c'était une Seat Wheeler. Je suis passé tout de suite après chez Chez Rolex? ouais. Ouais. Donc c'était la 16600, Ouais. une 16600 de 2006. Et après, on est passé sur la GMT Master 2 et après celle-ci. Ah ouais. Ouais. Ouais, par contre, en termes de Rolex, ça s'est enchaîné, on va dire, assez rapidement. Ça a fait 2 ans une, 2 ans l'autre et 1 an une. Et c'est la Tissot que j'ai gardé vraiment le plus longtemps, hein. Je pense que j'ai dû la garder 5-6 ans à peu près au poignet. Donc ça te fait donc Moi, ça doit faire 11-12 ans à peu près de. Ouais, donc ça veut dire que la durée de vie de cette Deep Sea Deep Blue, hein, comme on l'appelle, à ton poignet, finalement, ça fait 1 an que tu l'as. Ça a commencé à chauffer pour elle dans 1 an, hein, parce que c'est 2-3 ans, hein, la durée de vie. Ouais, c'est à peu près pour ça. toi. Ouais, on verra. Après, comme je dis, ça se trouve, ça va être totalement le contraire. Je vais peut-être la garder 2 ans, 5 ans, non, 10 mais ans. attends, c'est là où moi je trouve que c'est intéressant. Vous nous direz en commentaire, c'est que pour l'instant c'est ta façon de faire, mais rien ne dit que ça va pas changer. C'est ça. Je pense. Moi, à titre personnel, c'est pas comme ça que je fais. Je préfère les conserver parce qu'elles correspondent à un moment de ma vie, à une histoire, peut-être à une signification dans l'histoire de l'horlogerie, que ce soit une montre à quartz automatique, allemande, française, suisse, japonaise, peu importe. Par contre, ce que je constate, c'est que quand on a plusieurs, parfois t'emportes une pendant des semaines et tu la quittes jamais, et puis je la remets pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que les goûts, les affinités, les émotions, elles changent. Donc, tu n'es pas à l'abri, t'es pas à l'abri d'avoir un nervous breakdown et qui fait que tu changes un peu ton regard sur les choses. Mais revenons pour terminer sur ton histoire et ton démarrage dans l'horlogerie. Qu'est-ce qui fait que après ta Tissot, donc on va dire Tissot montre plutôt entrée de gamme dans la galaxie de l'horlogerie suisse, en chronographe à quartz. Donc à l'époque, on était quoi? On était à quelques centaines d'euros. Ouais, 300-400 à peu près. 300-400 euros. Ouais, Qu'est-ce qui fait que derrière, tu passes sur une Sea Dweller 16600, qui aujourd'hui coûte extrêmement cher, mais à l'époque, donc tu es passé de quelques centaines à pas mal de milliers d'euros. Plusieurs de milliers, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es passé chez Rolex ce jour-là, et pas chez Omega, et pas chez Longines, et pas chez Gégère Lecoutre, etc. Parce qu'ils en ont des montres aussi balèzes, tu vois, sportives. Dans l'excellence. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Non, après j'essayais déjà, j'essayais de trouver une montre, on va dire, je voulais plutôt partir sur quelque chose on va dire de vraiment connu et qui se reconnaît. Ouais. C'était vraiment ce principe-là. Après, tu voulais te la péter un petit peu. Un peu, ouais. Un peu quand même. Et attends, il n'y a pas de honte. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est le fait de dire, voilà, j'ai pu me payer une Rolex. Ouais, je pense que ça a dû être... on va dire cet élément déclencheur. Ouais, donc avec le fruit de ton travail. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je travaille dans les assurances. D'accord. Tu as toujours fait ça comme métier? Non, j'ai pas fait ça, non, mais alors à contrario, mes premières études sont totalement différentes. J'étais dans la pâtisserie, chocolaterie, glacerie, confiseur. Voilà, j'ai un BEP Bac Pro. Ouais. Et donc métier plutôt manuel. Ouais. Voilà, on va dire énormément de contraintes. Et tu as changé de voie. Et changer de voie et pas possibilité de porter une montre en plus au travail. Ça, c'est, je pense pas que ça a dû faire un élément déclencheur, mais je pense que par la suite, quand on sait qu'on n'a pas le droit de porter aucun bijou, rien du tout, je pense qu'il y a plus plaisir, on va dire, d'avoir une montre. Ouais, et est-ce que socialement, tu t'es dit, c'est la bonne voie, est-ce que je peux me payer les trucs qui me plaisent avec cette voie professionnelle? Est-ce que tu as vu une évolution nécessaire? Parce que moi, ce que je vois, c'est que en fait, tu as fait des études, tu t'es dit, c'était pas la voie finalement que je devais faire, tu t'es arraché pour changer, c'est ça. À force d'abnégation, tu as pu te payer une belle montre et il s'est avéré que c'est une Rolex. Peut-être que vous y verrez, ouais, il a vu une Rolex, machin truc. La réalité, c'est qu'il s'arrache et puis tu fais après ton business en revendant un modèle qui te plaît un petit peu moins et tu t'en achètes une autre. C'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu es prêt pour le quiz, Dimitri? On va essayer. Allez, c'est parti pour le célèbre quiz. Alors, 2 questions extrêmement simples. Question numéro 1. À quelle profondeur gît le Titanic? 3821 mètres. Réponse A. 11 034 mètres. Réponse B.
1220 mètres. Réponse C. C'est pas facile, hein, au mètre près. Bon, alors, comment tu veux t'y prendre pour essayer de répondre? Déjà, on va dire en termes de cohérence, on passe de 1000 à 10 000 et entre les deux, il y a 3000. 3821. Ouais, 3821. On va dire au pur hasard, on est près de la même profondeur que celle-ci, je veux dire, les 3821. C'est beau! Je suis très très content que tu aies trouvé la bonne réponse, Dimitri. Non mais attends, 3821 mètres, on est à quoi? À 170 mètres du seuil d'étanchéité de ta montre. Et puis, James Cameron, le Titanic, il est descendu plusieurs fois avec un sous-marin, justement, pour le tournage. Souvenez-vous du début du film, où justement, il est avec Rose, qui a vieilli, et il découvre les images du Titanic. Et c'est parti pour cette merveilleuse aventure. 1220 mètres, c'est le seuil d'étanchéité de la Sealwaller. Ouais. Tu as peut-être joué un petit truc dans ta tête. Et 11 034, là, on est un peu dans la légende. C'est la profondeur qu'un... navire russe en 1957 a déterminé comme étant le sol de la planète, donc la fosse des Mariannes, et en fait ça a été ramené à 10 900 et quelques mètres, là où justement James Cameron est descendu avec la fameuse Deep Sea Challenge qui elle étend jusqu'à 12 000 mètres. Ouais. Tu mènes 1-0. Il faut que je me ressaisisse, les amis, avec cette deuxième question. Alors attention, là, on va tester plus la culture générale. Roulement de tambour. T'es prêt? Allons-y. Alors, quel est le nom du recordman du monde de la profondeur de plongée à 701 mètres en 1992? Son nom. Théo Mavrostomos. Roberto, réponse A, Théo Mavrostomos. Réponse B, Roberto Rastapopoulos. Réponse C, Demis Roussos. On va déjà éliminer, on va dire, à moins que ce soit un anonyme, le troisième. Je sais pas. Pourquoi? Bon, ok. Ouais. Tu élimines le troisième. D'accord. Il y a plus un grec ou un italien. Bon, écoute, c'est des hausses dans les deux cas. Donc tu élimines le C, Demis Roussos. Il reste A, Théo Mavrostomos. B, Roberto Rastapopoulos. Pareil, pur hasard, je dirais le premier. Magnifique, magnifique. Je ne sais pas ce qu'il a, Dimitri, comme mécanique. J'ai bien peur qu'il ait appelé James Cameron, puisqu'il savait qu'il était invité. Ouais, c'est ça, c'est Théo Mavrostomos. Écoute, c'est un plongeur de la Comex qui, dans le cadre d'un projet avec la Comex, Hydradis, a réalisé cette plongée où seul lui a réussi à la réaliser avec un mélange à base de gaz spécifique, d'hydrogène, justement, pour pouvoir faire cette plongée mémorable. Demis Roussos, tu n'y croyais pas? Tu sais qui c'est, Demis Roussos? Demis Roussos, c'est un grand chanteur historique. C'était le chanteur d'un groupe qui s'appelait Aphrodite Childs. Et le bassiste de ce groupe, c'était Vangelis. Tu connais les musiques de Vangelis, Les Chariots de Feu, Blade Runner. Donc, c'était pas Demis Roussos. Roberto Rastapopoulos, c'est l'ennemi juré de Tintin. Voilà, donc forcément, on l'a vu dans le Lotus Bleu, mais ça ne pouvait pas être un plongeur et en plus un héros de bande dessinée. Tonnerre d'applaudissements pour Dimitri qui vient de gagner 2-0. J'ai l'impression qu'il cache un petit peu son jeu, mais on va essayer de dévoiler la suite avec ta prochaine montre. Alors, Dimitri, bon timing, on comprend que c'est assez court, mais ça peut éventuellement changer. Est-ce qu'il y a déjà la suivante qui te fait de l'œil? Parce que tu ne peux pas descendre plus profondément chez Rolex, là, tu as un problème quand même. Ah là, je peux plus aller plus bas. Là. Alors où t'en es là? Je ne peux plus aller plus bas, donc tellement que je pense que je vais me rapatrier sur une autre montre. Plutôt une autre montre ou une autre marque? Une autre marque et puis une autre montre, plutôt une autre marque. Ouais. Elle me fait de l'œil, on va dire, depuis énormément d'années. Depuis, même en ayant celle-ci, mais maintenant les autres avant. Fais-nous un petit peu vibrer et deviner là. Grande ligne, c'est quoi? Comment tu la décrirais? Un adjectif? Octogonal. Ah ouais, mais là c'est trop facile. C'est trop facile. Là, tu veux aller sur la Royal Oak. C'est ça, ouais. Là, sûrement une 15 400 ST. Ouais. Bien sûr. Après, encore une fois, ce qui va me faire décider, c'est peut-être la couleur je sais qu'il y en a plusieurs, on est sur du bleu, il y en a un peu couleur un peu sable, il y a la grise, la noire, donc je ne sais pas encore. J'essaie des fois de les mettre les quatre l'une à côté de l'autre. 15 400, c'est du 41 mm. Ouais.
On redescend un petit peu, ouais, Voilà. mais c'est surtout ouais, ce boîtier octogonal que je trouve ça, enfin, ce canon octogonal, je trouve ça ouais, vraiment magnifique. Ouais, mais alors À voir. attends, connaissant bien, vous le savez, hein, Mm. Audemars Piguet, une 15-400, j'en ai essayé par rapport à la 15-300 que j'ai. Hein, les Ouais, 2 mm d'écart, hein, en tout cas pour moi, change tout. ouais. Sur le budget, là. Mm. Le Ouais, budget, ouais, c'est chaud, hein. ouais, Là, il faut rallonger un petit peu, ouais. faut Ouais, rallonger un petit peu. Hein. ouais. T'irais Mm. sur du neuf ou de l'occasion? Après, pour m'être déjà renseigné quand même, pour avoir envoyé des mails, parce Ouais. que je sais que là, il y a une nouvelle version qui est sortie, on m'a dit récemment, alors je crois que c'est une 15, je crois qu'ils l'ont appelé 15400 ST, mais New Generation, il me semble, Ah ouais? ils ont appelé ça, donc elle a pris, je crois, elle a dû prendre déjà 2000 € déjà de base. Et après, les anciennes sont, ce qui peut se dire, on va dire, en ancienne génération, et encore sur le catalogue, mais on va dire non disponible. Donc, à mon avis, je pense que ça va être plus sur de l'occasion presque neuf, quoi. Ouais, Ouais. mais ça te fait pas Ouais. peur, toi? Non, non, Le non. casse presque Non, neuf. non, 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 pas du tout. Non, parce que enfin, les trois que j'ai pu avoir, ça a toujours été de l'occasion presque neuf. Donc en full set, boîte, papier, Ouais, tout ce qu'il faut, toujours, ouais. etc. Ouais, ouais. C'est important pour toi le full set d'avoir les papiers ou tu t'en Ouais, fous? non, le full, non, complètement. Déjà, quand on le voit déjà à la Attends, revente. tu t'en fous? Non, 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 ça déjà, ouais, t'intéresse. bien, tout, complètement. Ouais, non, Ouais. c'est, je pense, un des critères majeurs hein, déjà de ça. Au tout début, j'avais plus le critère aussi pas poli. Mais je sais que celle-ci n'a pas été polie, bon, de Ouais. ce que le vendeur m'a Ouais. certifié. Celle que j'avais avant l'avait été. Après, bon, c'est vrai que concrètement, quand j'ai pris les deux, j'ai pas vraiment vu de différence comme ça. C'est Oui. vrai qu'à vue d'œil, c'est Bon, pas. ce que je peux te conseiller, si tu vas sur une Royal Oak, tu as, un modèle comme ça qui est super récent, combien même il aurait été vaguement un petit peu Mm, poli pour enlever tu sais, les rayures mm, qui font que c'est l'enfer, hein, ouais, avec un bracelet mm, satiné. Ça, c'est pas grave et ça se voit pas. Une montre plus ancienne qui a été polie plusieurs fois, mm, c'est un problème. Sur une Royal Oak, regarde bien justement des montres qui sont peut-être vendues d'occasion un peu moins chères. Quand ta lunette, elle a vraiment été polie, ouais, trop, en fait, le fait de perdre un petit peu sa forme ouais, octogonale, là, ça dénature ouais, le produit, ouais. vraiment la montre. Mm, Hein. Et ce qui est merveilleux dans cette montre, c'est son côté étincelant, où quand tu bouges, quel que soit l'angle sous lequel tu le regardes, ça mm, papillonne d'éclairs et mm. d'étoiles. Et évidemment, si c'est trop poli, ça va être un Ouais, problème. ça va vite se voir, ouais. Donc, ouais, c'est après. Et alors, tu as parlé des différentes couleurs. Laquelle tu préférerais? euh, Bah, c'est compliqué. Déjà, je pense pas l'argenté. Déjà, le côté un peu, je trouve trop clair, non. Après, ce serait peut-être plus sur la bleue. Et si je me trompe pas, il me semble que c'est la noire où c'est vraiment la plus compliquée à avoir. Hein. Ouais. Ouais, soit la noire ou soit la bleue, je pense, entre les deux. Là, pour le moment, là, c'est impossible de me décider, mais ouais, je Ouais. pense que ce serait plus Mais sur noir ou bleu. est-ce que ta décision pourrait provenir du fait que, par exemple, tu en trouves une chez un revendeur où tu te dis très, très bien, il y a le full set, c'est un revendeur qui a pignon Mm. sur rue, qui est connu, je sais que je suis en Mm. sécurité pour faire cette Ouais. acquisition. Là, hop, semaine prochaine, tu tombes dessus, tu es capable de mettre celle-là en vente et d'enchaîner. Si celle-ci après se vend rapidement, ouais, je pense que je suis capable ouais, de pouvoir changer comme ça. Comme je dis, c'est vraiment le moment présent. Si l'occasion se présente, ouais, En je fait, le tu ferai. le Ouais. disais tout à Ouais. l'heure, hein, tu as des alertes, etc. Donc en fait, tu es finalement toujours à la recherche de la suivante. C'est ça, toujours à la recherche de la suivante. Ouais, ouais. Ouais, On refait un épisode ouais. ensemble dans Ouais. 3 mois, ah bam, t'es toujours sur la suivante, quoi. C'est toujours ça. Bah, après, je sais, le problème, entre guillemets, quand tu as une montre, c'est que c'est difficile de rester, on va dire, sur une gamme, en fait. Alors, tu démarres à 6 000, après tu pars à 10 000, après tu as 15 000, après tu as 20 000. Et c'est vrai Ouais, que et puis c'est vrai que les montres enfin, que moi j'aime bien, on est encore sur des budgets, les budgets au-dessus. Quand on voit l'épisode précédent, celui de la Patek Philippe, voilà, ça, on va ouais, dire, bien sûr, la c'est, 5712G ouais. avec Gary, Mm. ouais, là on est, Là, sur The Montre, là voilà, là on est. ouais, faut que t'en vendes deux et demi hein, Ouais, c'est pour ça. des Royal Oak. Mais alors justement, Mm. pour terminer là-dessus, donc ça veut dire que finalement, tu as essoré, on parle de montre de plongée, hein, ça va un petit peu, vous me direz si c'est pas un bon jeu de mots, tu as essoré les montres professionnelles Rolex, Mm. GMT Master 2, Sea Dweller et Deep Sea. Tu passerais sur une Royal Oak. Ouais.
Le chemin que tout le monde imagine, c'est que derrière, tu te retrouves avec une Nautilus. Ouais. Ok, si tu as les moyens, c'est très bien. Mais alors après, qu'est-ce que tu vas devenir? Après, ça va être dur. T'imagines? Ouais. Et là, par contre, en tête, après le Nautilus, par contre, là, non, j'aurais vraiment rien. Là, pour le coup, là, j'ai pas de coup d'avance, là, non. Après celle-ci, non, là, non, c'est vrai que là, on serait déjà sur quelque chose déjà de très bien. Tu sais, Dimitri, on va remercier James Cameron de ta venue quand même. Hein. C'était vraiment une très très bonne idée. On s'est régalé. Si vous aussi vous avez envie de participer à un épisode de Petite Montre entre amis, le plus simple c'est que vous m'envoyez un email sur contact@dailicious.fr avec les références de votre montre, quelques images, quelques photos, ce dont vous avez envie de parler, et puis on se contacte. Et si chacun trouve un intérêt de venir faire un épisode, vous ferez comme Dimitri, vous viendrez vous asseoir à côté de moi et puis on aura une France rigolade, on apprendra des choses si possible et on parlera de montre, un truc super subjectif et passionnant. Allez, à bientôt! À bientôt!